Bonjour, bienvenue, il est 10h50, l'heure d'ouvrir des instants de vie pratiques, bien-être, découvertes, piochées dans nos régions. C'est ça l'instant R, l'envie de parler de sujets qui nous concernent. Par exemple, on veut tous être en forme, en bonne santé, avoir de l'énergie à revendre. Eh bien, la nature nous offre des solutions sur un plateau. Les cures de sève de bouleau sont, paraît-il, très efficaces. Vrai? Faux? On en parle dans un instant. On découvrira également le wakeboard assis, c'est une discipline handisport. Alors vous le verrez, c'est pas évident au début, mais très vite les pratiquants parviennent à faire de belles figures et de belles gamelles aussi. Auparavant, je vous donne une idée pour se faire un peu d'argent de poche pour vous ou vos enfants. Demain, et demain seulement, il sera possible de vendre du muguet dans la rue, 1 à 2 € le brin. Et ça marche, il se vend autour de 60 millions de brins, soit en moyenne près d'1 brin par Français. Mais peut-on vendre ce que l'on veut, n'importe où? Non. Des règles sont à respecter. Ce matin, on vous les rappelle, histoire de gagner de l'argent sans payer d'amende. Vous serez nombreux demain à acheter ou à vendre du muguet. Une success story pour cette fleur de printemps dont les origines peuvent remonter jusqu'à l'Antiquité. Selon la mythologie grecque, c'est le dieu Apollon qui aurait créé le muguet afin d'offrir à ses nymphes aux pieds nus un tapis doux et parfumé sur lequel marcher. Mais sans remonter aussi loin, dans la région nantaise où pousse 80% du muguet français, on confirme que Convallaria majalis, c'est son nom latin, a une histoire très ancienne. Alors Convallaria, ce qui veut dire lys de la vallée, et majalis qui fleurit en mai. La plante existe depuis très longtemps. Elle était déjà connue des Gaulois. Elle était très prisée également au Moyen-Âge. Elle a commencé à avoir un intérêt symbolique à la Renaissance. Il se dit aussi qu'en 1560, le roi Charles IX, en voyage dans le sud de la France, se voit offrir un brin de muguet. Il décide alors de reprendre cette tradition à la cour et d'en offrir aux dames en guise de porte-bonheur. Fleur de la chance par excellence, elle ne devient toutefois le symbole du 1er mai qu'au début du XXe siècle. Le muguet, comme plante pour la fête du travail le 1er mai, date de 1907 officiellement. Avant, la plante prisée était l'églantier. Donc on peut considérer qu'à Nantes, les premiers muguets cultivés remonteraient début XXe siècle. Pas facile donc de remonter à la racine de l'histoire de cette plante qui compte à peu près autant de versions différentes qu'elle possède de clochettes. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, cette tradition bien ancrée fait le bonheur des petits vendeurs non professionnels le 1er mai. Attention toutefois à ne pas vendre ces brins n'importe comment. Je sais que le 1er mai, c'est autorisé de vendre dans la rue, sans installation fixe, il me semble, et loin d'un fleuriste professionnel. Souvent, des gens rajoutent des roses, rajoutent des petites fleurs autres, pour rajouter un petit peu de couleur, un petit peu de gaieté. Ça, c'est interdit. Les emballages aussi autour, donc il faut rester très très simple. Le brin de muguet est vendu en moyenne entre 1 et 2 €, un peu d'argent de poche visiblement mérité. Ça fait plaisir de se gagner de l'argent comme ça, mais c'est beaucoup de travail. Il faut avoir le courage d'aller le ramasser, il faut avoir le courage de se griffer les mains dans les rances et tout. Du travail pour les vendeurs de rue, mais aussi pour les fleuristes qui doivent rivaliser d'imagination pour séduire les clients. Il n'y a pas un bouquet qui ressemble à l'autre, ils sont tous différents et ça donne un beau panel pour le client pour faire un choix selon son goût. Chaque année, en moyenne, 60 millions de brins sont vendus en France. De quoi porter chance, surtout si votre muguet comporte 13 clochettes. Dans ce cas-là, le bonheur devrait être total. Pour eux, le bonheur ne se résume pas à un nombre de clochettes, mais à un changement de mode de vie. Et ces Français-là ont choisi de s'installer dans des yourtes ou des tiny house, c'est-à-dire des petites maisons sur roues. Il est ainsi possible de devenir propriétaire à moindre frais, mais ce n'est pas ça qui les motive, non. Ces maisons, pas comme les autres, provoqueraient un vrai sentiment de liberté. On se débarrasse du superflu pour ne garder que l'essentiel. On en parle à Trenay dans la Nièvre. Oubliez tout ce que vous savez des maisons. 4 murs, un toit, du béton et des contraintes. Bienvenue chez Albin, Marion et Lohan. Leur maison est faite de bois, de laine de mouton et de toile. C'est une yourte mongole. Les matériaux ont été adaptés à nos climats. Donc, en Mongolie, les yourtes traditionnelles, ça va être plus des pots qui servent de barrière au vent. Et vu que chez nous, il y a de l'humidité, il y a une toile pour le toit en acrylique et les murs sont en polycoton. Ces trentenaires vivent en yourte depuis 2015, après 10 ans passés dans un camion aménagé. Devenus maraîchers bio, ils vivent au rythme des saisons et vendent tout en circuit court.
épinards, les premières salades de printemps, on va commencer les semis de carottes. On est vraiment basé que sur des légumes de saison. C'est pas nous qui allons produire de la tomate en hiver, quoi. On est vraiment dans le respect des saisons, quoi. Albin et Marion ont une maison qui leur ressemble, autonome et respectueuse de l'environnement. Solaire, eau, bois, leur yourte de 45 mètres carrés est autosuffisante, simple et accueillante. Donc là, on est dans l'espace cuisine. Donc, cuisine classique, hein, avec de l'eau. Ensuite, notre chambre à coucher. Ensuite, on a notre petite salle de bain. Baignoire, lavabo, miroir pour que madame fasse sa petite beauté. La dernière pièce va être la chambre de Lohan. Donc on lui a fait son espace, qu'il puisse mettre son bazar, n'est-ce pas mon chéri? Et puis pour finir, notre espace salon, détente, canapé, lecture, multimédia. Puis voilà, une maison normale. Malgré l'absence d'électroménager et de toilettes intérieures, la yourte offre un vrai confort. Et ce fameux supplément d'âme vanté par les catalogues d'hébergement insolites. S'il y a du vent, tout bouge. On entend absolument tout ce qui se passe dehors. Donc ça ramène, oui, ce côté proche de la nature. Et après, c'est dommage que la plupart des gens, ce soit juste pour une nuit. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir ressentir ça au quotidien. Les yourtes les moins chères coûtent 5 000 €. Une maison insolite, accessible à tous, à condition d'imaginer sa vie différemment. Il y a des peuples nomades qui ont vécu dans des maisons comme ça et qui vivent encore dans des maisons comme ça toute l'année. Donc si c'était pas solide ou si c'était pas vivable, je pense qu'on le saurait. Ouais. Ça a fait ses preuves depuis le temps. Et nous, on en est bien contents. Être chez soi et pouvoir partir du jour au lendemain. Une idée séduisante à l'origine d'une nouvelle mode, les tiny houses. Des maisons nomades minuscules venues des États-Unis, construites sur des remorques. À Dijon, Jean-Noël a décidé de construire la sienne planche par planche, du sol au plafond, dans les moindres détails. Une mezzanine qui fera office de chambre, à 1 mètre du mur du fond, une salle d'eau avec un WC sec d'un côté, une cabine de douche de l'autre. De ce côté-ci, ce qui fera office de dressing rangement, une cuisine qui arrivera à peu près jusqu'ici, et l'espace qui reste derrière comme espace de vie et de quotidien. 12 mètres carrés à imaginer. Jean-Noël a donné les premiers coups de scie en septembre dernier, un défi personnel. À un moment donné, il y a un copain qui a les outils, qui a un petit peu de terrain et qui a l'expérience, qui est prêt à partager ça, qui a envie de le faire. Et puis voilà, donc allez, on y va, quoi. L'expérience, la vie l'offre, il faut la prendre, c'est comme ça. Ce copain, c'est Olivier. Ce charpentier a lui aussi construit sa tiny house avec un objectif clair, être libre de tout engagement financier. Je voulais avoir un chez moi, même plus petit, et puis pouvoir l'avoir rapidement et sans m'endetter, quoi. Ouais. Jean-Noël, lui, a encore beaucoup de travail avant de pouvoir emménager en famille. Concevoir une maison si petite nécessite de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on fait de la guitare? Et puis, est-ce que ces fringues-là, c'est si important pour toi d'en garder un carton entier? Et puis, donc, il y a tout ce jeu-là qui se fait avec, et puis qui n'est pas neutre émotionnellement, qui n'est pas neutre du point de vue de la relation. Il se passe beaucoup de choses autour de ça. Reste à trouver un terrain où s'installer. Pas si simple. Écologique, économique, mais si différent. Les habitats nomades peinent à trouver leur place. Retourner au plus près de la nature pour se ressourcer, c'est aussi la motivation de nombreux particuliers qui veulent garder la forme sans pour autant consommer des produits conçus dans des laboratoires pharmaceutiques. Eh bien, sachez que c'est possible. Il suffit de se rendre en pleine forêt et de profiter de ce que nous offrent les arbres. Le bouleau a par exemple une sève aux vertus connues depuis le XIIe siècle. En Dordogne, on la récolte et on la consomme pure. Au début du printemps et pendant 3 semaines, Laura et Luc récoltent tous les jours de la sève de bouleau. Une cueillette qui ne représente qu'une petite partie de la montée de sève de l'arbre. Dans un bouleau en pleine croissance, là, je pense que celui-ci a bien 30 ans d'âge. Donc sur la saison, c'est assez énorme. On peut parler de 5000 litres. Bon, bien sûr, on n'en est pas là, hein. Là, quand on va percer avec ce bidon-là, on va faire 10 litres moyenne par jour. Et là, on peut dire que c'est un super boulot. Oula, il est bien plein. La cure d'eau de bouleau dure le temps de cette montée de sève, soit 3 semaines, un verre par jour le matin à jeun.
Elle est très très bonne, elle est très fraîche. La sève de bouleau aurait d'abord un effet détoxifiant, puis elle aiderait ensuite à une reminéralisation de l'organisme. Au départ, c'est assez neutre, mais au fil du temps, il y a une lactofermentation qui se passe. Donc la sève va devenir élaborée. Déjà, elle va se charger dans le tronc de l'arbre et c'est un produit qui est vivant. Une recette ancestrale. On trouve des traces écrites de cette pratique dès le XIIe siècle et elle est encore très présente en Auvergne. Dans le Cantal, on rencontre beaucoup de gens qui, soit dans leur forêt, soit dans leur jardin, prélèvent la sève de bouleau. Et dans beaucoup de pays, c'est reconnu pour ses vertus médicinales. En France aussi, depuis quelques années, on redécouvre les vertus des plantes médicinales. Dans cette grande surface bio d'Arpajon-sur-Cère, la demande pour la sève de bouleau ne cesse d'augmenter. On doit avoir presque une trentaine de personnes qui ont réservé une cure à l'avance, donc c'est pas mal, et tous les ans on en a un peu plus, donc c'est bien. Depuis l'année dernière, Laura et Luc ont entrepris de faire analyser leur production tout au long des 3 semaines de cure par les élèves du lycée agricole de Saint-Flour. On a été assez étonnés, ma collègue et moi-même, de trouver en fait dans la flore de cette sève de bouleau pas mal de bactéries lactiques, on peut appeler ça des probiotiques, c'est-à-dire des bactéries où on sait quand même leur intérêt lorsqu'on les consomme en quantité suffisante sur la flore intestinale. Professionnels exigeants, Laura et Luc font partie d'une coopérative de cueilleurs auvergnats, une vraie philosophie de vie. Si on respecte la nature, si on a des pratiques justes, la nature, elle nous donnera ce qu'il nous faut, en effet, pour bien être. Voilà. Et même, pourquoi pas, pour être heureux. Et les fleurs ont aussi des pouvoirs. C'est ce que nous verrons dans un instant. Dans le Cantal, un jardin botanique accueille le public. On découvre ici des plantes dans des mises en scène originales. Connaissez-vous le timbriste ? C'est en fait un métier qui consiste à fabriquer des timbres en caoutchouc pour des tampons encreurs. À Clermont-Ferrand, un professionnel utilise encore des méthodes artisanales. Mais avant, on teste le wakeboard assis. Ce lundi est la journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité. Nous avons donc voulu vous faire découvrir cette discipline sportive accessible aux valides et aux handicapés. Il faut juste de la patience et de la patience. Direction Paray-sous-Briaille dans l'Allier. Allez, t'es prête? Ouais. Et regarde droit devant, dégainer et ça t'amène toute seule sous le câble. Allez, c'est parti. Allez, vers l'avant, vers l'avant. Nickel. Je vais vous faire une petite présentation du matériel. Alors ça se décompose d'abord la planche. C'est un wakeboard, le même qu'utilisent toutes les personnes valides. On peut utiliser n'importe quel wakeboard du commerce. Sur lequel on vient adapter un châssis métallique, une coque et un footstrap pour tenir les pieds parce que nos pieds étant paralysés, ils ne veulent pas rester en place la plupart du temps. Donc il faut bien les attacher pour pas qu'ils viennent se promener sans qu'on s'en rende compte plus ou moins. Ça, c'est un sport donc, qui n'est pas encore très connu au niveau du handisport. C'est un sport qui se développe, et il y a de plus en plus de pratiquants, surtout en France grâce à l'association Magie Bastos qui organise régulièrement des stages donc ici au Natural Wake Park et puis aussi sur d'autres téléskis un peu partout en France. Donc on essaye de développer, justement de faire connaître cette activité à un maximum de personnes qui ont une mobilité réduite des membres inférieurs. Allez, face à ici, donne-moi ta main. Yes. Des sites équipés de téléskis nautiques comme celui de Paray-sous-Briaille, il en existe une centaine en France et ils peuvent accueillir les pratiquants valides ou handicapés. Dans ce stage, on perfectionne une technique pour guider le wakeboard qui est la même pour tous, même si chacun a un taux de handicap différent. Pour diriger le wakeboard, ça se beaucoup avec les épaules, oui. Les bras, pas tant que ça, mais surtout un peu comme en moto, si on veut comparer ça. C'est un petit peu comme diriger une moto. Il faut se pencher et ça tourne. Les bras ont une importance évidemment, mais c'est surtout le balancier du corps qui va faire pencher la machine et lui faire donner la direction. Et pour se rattraper après les sauts? Pour se rattraper, il faut nager, parce que...
Parmi les participants à ce stage, il y a des compétiteurs confirmés qui ont déjà obtenu des titres de champion du monde ou champion d'Europe, qui prodiguent aussi leurs conseils techniques aux simples débutants. J'ai déjà réussi à tourner sur moi-même, le 360 à plat, le 180, non, il y a pas mal de figures disponibles là au catalogue, donc on commence à explorer un peu toutes les possibilités. Ouais. Chaque année, ce stage est organisé à Paray-sous-Briaille par l'association Magic Bastos qui travaille à développer tous les sports de glisse pour le handisport. Et si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ces stages de wakeboard assis, vous les trouverez sur magicbastos.com. Je vais vous parler maintenant d'un métier qui n'existe presque plus, celui de timbriste. Il consiste à fabriquer des timbres en caoutchouc pour des tampons encreurs. L'un des derniers professionnels encore en activité est à Clermont-Ferrand et, vous allez le voir, la boutique existe depuis 1934. Rien n'a vraiment changé à l'intérieur. Les méthodes de réalisation entièrement artisanales non plus. C'est notre instant portrait. La boutique existe depuis 1934 et à l'intérieur, rien n'a vraiment changé. C'est un travail d'artiste, en quelque sorte, puisqu'on compose. C'est vraiment tout à la main. Je regarde si c'est bien calé. Il faut que ça soit agréable à l'œil le plus possible. Thierry Mately a repris les établissements Chalard en 2012 et un peu par hasard, il est ainsi devenu l'un des derniers timbristes de France. En clair, un fabricant de timbres en caoutchouc destiné à la réalisation de tampons artisanaux. Un long processus qui commence avec la composition du texte en caractère d'imprimerie. Donc là, j'ai composé la première ligne, le fait d'aligner les caractères, former des mots. Ça s'appelle composer. Et puis là, on va changer de police là. Thierry dispose d'environ 200 polices ou styles d'écriture. Certaines de ces lettres en plomb datent du tout début du XXe siècle. Pour toutes, la production s'est arrêtée il y a déjà plusieurs années. Aujourd'hui encore, le travail du timbriste est totalement artisanal. Contrairement à une page de livre ou un article de magazine, où c'est plus cadré. Alors que là, on peut laisser cours à toutes les fantaisies. Alors, l'étape suivante, on va essayer de le prendre délicatement, sans laisser tomber les caractères, et puis on va le poser là. Après, on va caler bien comme il faut pour pas que ça bouge. Donc là, on va mettre ça dans la machine. Étape suivante, la réalisation d'un moule dans une sorte de bakélite. La matière exacte comme le temps de chauffage sont en quelque sorte des secrets de fabrication. Mais l'opération est suffisamment longue pour nous permettre d'aller à la rencontre d'un des fidèles clients des établissements Chalard. Pour ces tampons, ce boulanger a choisi de faire appel à un artisan plutôt qu'à Internet. Je vais le voir et maintenant il me connaît bien et puis il me fait les tampons et si j'ai besoin, il me les amène, il me les livre directement à la boulangerie. Et j'ai quelqu'un en face de moi, ce qui est très important. Je préfère le service, l'accueil et le conseil. Donc je travaillerai le maximum avec des artisans. Et bien voilà, c'est cuit. C'est une empreinte quoi, en fait, qui va nous permettre de faire un tampon en caoutchouc. Car une fois ce moule en bakélite réalisé, il reste encore l'étape de la vulcanisation du caoutchouc. C'est du caoutchouc naturel. Donc je vais en couper un petit morceau. On va mettre un petit peu de talc pour pouvoir le démouler plus facilement. Oublier la protection. Timbriste, un métier qui demande de prendre son temps. Si je fais trop vite, ça va pas être bon. Mon moule ne sera pas bon, je ne pourrai pas faire mon caoutchouc ou mal, donc je perdrai du caoutchouc, plein de choses, quoi. Donc finalement, autant attendre que ça se passe et puis que ça soit bien fait. Rien ne prédestinait vraiment Thierry à devenir timbriste. Prothésiste dentaire de formation, il a été tour à tour imprimeur, commerçant et chef d'entreprise dans le nettoyage avant de tomber sous le charme de cette vieille boutique. Quand je suis venu voir et puis que j'ai vu que ça existait encore, ça m'a ramené
quelques années en arrière. Et puis j'ai dit, bah ouais, tiens, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis, je suis devenu timbriste. Tout à fait. Et pendant que nous discutions, le caoutchouc a fini sa vulcanisation. Le tampon est maintenant presque terminé. Le principal concurrent des établissements Chalard, c'est évidemment Internet, plus rapide, parfois moins cher, mais avec son procédé quasiment hors du temps, Thierry ne joue pas vraiment dans la même catégorie. J'en ai qui sont sortis du magasin, là, ils auraient gagné le loto, ils n'auraient pas été plus heureux avec leur petit bout de tampon. C'est marrant. Nous aussi, à France 3 Auvergne, nous nous sommes pris au jeu, très heureux avec notre petit bout de tampon. Et nous vous ferons découvrir d'autres métiers en voie de disparition dans de prochaines émissions. Alors maintenant, on va prendre l'air dans un jardin botanique. Évidemment, quand on s'y balade, on découvre différentes espèces de fleurs, mais ici, les propriétaires ont réfléchi à une mise en scène étonnante. Tout est fait pour stimuler l'imaginaire des visiteurs et ça marche plutôt bien. C'est à la Ségalassière, dans le Cantal. Il était une fois un jardin comté, c'est un jardin ethnobotanique, donc qui va parler des plantes médicinales, culinaires, tinctoriales. Et il y a une deuxième approche un peu plus pédagogique ou un peu plus poétique, une approche par l'imaginaire. Benoît de Favre a eu la bonne idée d'introduire de la poésie dans la manière de faire visiter ce jardin, ou plutôt ces jardins, car il y a en fait 7 thèmes abordés. Petite visite guidée. Alors nous voici dans le jardin du sommeil ou la chambre des elfes. Donc ici on va retrouver des plantes calmantes, relaxantes qui vont aider à s'endormir, comme par exemple la valériane qui est en fin de floraison, ou alors vous avez le coquelicot aussi qui est calmant, de l'aubépine, du tilleul, de la lavande. Voilà, le but c'est vraiment de présenter les plantes relaxantes, calmantes. You have seen the flowers sway. Have you ever heard them play? Alors, nous arrivons dans le jardin des fées ou jardin coquet. Là, c'est un peu le boudoir des fées, où sont présentées les symboliques des plantes. Quand on offre une fleur ou un bouquet, ça a toujours une signification. Pour donner un rendez-vous, vous offrez un bouquet de glaïeuls et le nombre de glaïeuls donnera l'heure du rendez-vous. Voilà, bon, faut être sûr que la personne en face soit au courant. Et donc du coup, voilà, c'est un peu le jardin de l'amour. Et là, nous avons le petit coin érotique, avec les plantes prétendument aphrodisiaques. Par exemple, l'orchidée, elle n'est pas du tout aphrodisiaque, alors qu'on l'a pensé longtemps aphrodisiaque. J'ai mis par exemple du fenouil. Le fenouil, on disait, si femme savait ce que fenouil ferait à son mari, elle irait en chercher de Rome à Paris. Il y a aussi les plantes médicinales, hallucinogènes ou toxiques dans le jardin des sorcières, avec une cabane au décor approprié. Bon, t'as vu, la conine Napel, finalement, elle est ressortie. Oui, c'est bien, oui. Ouais, bon, ouais, la mais j'avais peur qu'elle ait disparu. Le père de Benoît est botaniste. Il connaît bien ce type de plante, qui peut même être mortelle, comme l'aconite tulou. L'aconite tulou, là, on est très fiers parce qu'elles sont très très jolies et c'est quand même une plante de très haute toxicité. Il faut 4 à 10 mg d'aconitine pour tuer quelqu'un. Et jadis, on en faisait des poisons pour les loups et pour les renards. Il y a aussi bien sûr les plantes culinaires qui sont présentées sur différentes terrasses. Les entrées, les plats et les desserts avec des idées d'utilisation. Le but de ce jardin, c'est vraiment de faire de la sensibilisation à l'environnement, avec l'ethnobotanique, avec présenter les propriétés des plantes, etc. Ça marche sur les adultes, sur les enfants, mais c'est vrai que l'approche par l'imaginaire, ça permet de recréer un petit peu de l'émotion entre l'enfant et la nature, que les enfants essaient de retrouver un petit peu, de reprendre la nature comme terrain de jeu.
Le jardin Comté se trouve dans un lieu-dit qui porte le joli nom de Noël. Il était une fois un jardin Comté, c'est son nom. Se visite de juin à septembre. Retrouvez les informations pratiques sur unjardin.net. Merci de nous avoir accompagnés ce matin. Je vous retrouve avec très grand plaisir dès demain à 10h50 pour d'autres instants de vie, d'autres reportages qui nous concernent tous, tournés en région. À demain, belle journée à tous. Tout de suite, c'est Vincent Ferniaud pour Midi en France.